Ce jour-là, l'humanité s'en est souvenue. Un titan colossal, plus grand que les 50 mètres du mur, le début de l'attaque des titans. Non, désolé, mais ça ne marche pas. 50 mètres, c'est pas si haut que ça, c'est la taille de l'Arc de Triomphe. Une maison, c'est entre 7 et 9 mètres, donc dans l'épisode 1, ça va encore, le rapport est plutôt bon. Mais là, par contre, les murs sont beaucoup trop grands. Même chose ici, le titan d'Eren fait 15 mètres. Comparé au titan colossal, il semble beaucoup trop petit. J'adore l'attaque des titans, c'est un des meilleurs mangas de l'histoire, mais son auteur reste avant tout humain. En 14 ans, il a laissé passer plusieurs erreurs. Erreurs qu'on va vous révéler aujourd'hui dans cette vidéo sur les plus grosses incohérences de l'attaque des titans. L'attaque des titans n'est pas physiquement possible. Pourquoi on n'a jamais vu d'équipement tridimensionnel dans la vraie vie? La réponse est simple, parce que ce n'est pas possible. Ce qu'on voit sur internet, c'est juste des costumes, certains tirent des câbles, mais aucun n'a la force de tracter un humain. Un seul a essayé pour de vrai, Kazutaka Yoshino, un acrobate du Cirque du Soleil qui s'entraînait pour la comédie musicale L'attaque des titans, et il est mort. Malheureusement, les câbles ont lâché et il a fait une chute mortelle de 10 mètres. Dans le manga, le gaz, les matériaux et les lames sont faits dans un alliage spécial qui n'existe pas en vrai, donc ok, pourquoi pas, mais concernant les lois de la physique alors. En gros, pour que Mikasa puisse foncer bien droit vers la nuque d'un titan, il faut qu'elle aille super vite, sinon à cause de la gravité, au lieu d'être projetée dans les airs, elle serait juste tirée vers le sol. Si elle veut toucher un titan de 30 mètres sans toucher le sol, elle se prend 45 G dans la gueule, 5 fois plus que la limite autorisée pour un pilote de chasse. Surtout qu'elle est seulement tractée au niveau de la taille, même avec ses abdos d'acier, elle finirait cassée en deux, et hop, tu finis en amuse-bouche pour le titan. C'est encore plus vrai si tu utilises une lance foudroyante, une force opposée si brutale, ça fait bobo au bras. Après, c'est pas très grave dans le manga, l'important c'est avant tout que ce soit cool, beaucoup d'incohérences de l'attaque des titans sont là pour ça. Comment est-ce qu'Armin peut bien survivre après s'être fait carboniser et avoir fait une chute de 50 mètres de haut? Tout simplement parce que grâce à ça, l'histoire est plus intéressante. C'est tout con, mais c'est comme ça. Aussi, comment font les porteurs pour sortir de leur titan? S'ils sont dans la nuque, c'est une chute de 10 ou 15 mètres à chaque fois? Bon, heureusement, Eren se détransforme une fois allongé, mais Bertholdt alors? Vous êtes vraiment en train de me dire qu'à 11 ans, après avoir détruit le mur, il s'est tapé plus de 30 mètres de descente à main nue sur la carcasse brûlante de son titan? Globalement, ces transformations ont toujours été un grand flou. Si Eren a le pouvoir des titans depuis qu'il a 10 ans, comment ça se fait qu'il ne le déclenche que pendant l'attaque du district de Trost? Les deux conditions connues pour se transformer en titan sont se blesser et avoir un but en tête. C'est pas non plus une science exacte, genre quand il est au fond de son puits ça ne marche pas, mais un peu plus tard, quand il voudra ramasser une cuillère, il déclenchera un début de transformation. Mais du coup, en 5 ans d'entraînement rude où il frôle plusieurs fois la mort, c'est curieux qu'il n'ait jamais réuni les conditions pour se transformer. Statistiquement, ça aurait dû arriver au moins une fois. Mais c'est bien plus classe de le voir débloquer son pouvoir quand il est au fond du gouffre, littéralement. Ça s'appelle de la mise en scène et ça rend le moment inoubliable. Mais s'il y a bien quelque chose qu'on aimerait oublier, c'est que vous n'êtes que 35% à regarder nos vidéos en étant abonné. Alors non, après je vais pas pleurer, mais ce serait quand même dommage de rater nos futures vidéos. Le bataillon d'exploration est complètement gaze. La question que je me suis toujours posée, c'est pourquoi le fait que les titans dorment la nuit n'est jamais utilisé dans le manga? Anji nous apprend pourtant qu'après une heure sans soleil, certains d'entre eux sont complètement vidés de leur énergie. Certains arrivent à rester éveillés grâce à la lumière de la lune, mais pas tous, et jamais à 100% de leur capacité. Surtout que ce n'est pas la première fois qu'ils capturent des titans et font ces expériences, donc c'est pas comme s'ils l'ignoraient avant. Quand on garde ça en tête, le combat pour reconquérir Trost est vraiment trop bizarre. On est clairement en fin d'après-midi, alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas juste attendu 3-4 heures que les titans se calment avant d'envoyer Eren? Comme ça on n'a pas besoin de sacrifier des soldats pour attirer les titans de l'autre côté de la ville? Bon, ok, il fallait agir vite parce qu'on avait peur que le titan cuirassé arrive, je le comprends. Mais avec ça et d'autres éléments, ça donne vraiment l'impression que les humains de l'attaque des titans ne sont pas très efficaces. À leur place, on aurait vraiment pu faire beaucoup mieux. Par exemple, pourquoi est-ce qu'il y a encore des canons sur les murs? Dès le début de l'animé, on nous apprend que ça n'arrête pas les titans. Ils s'agglutinent le long du mur, ça n'aurait donc pas été plus efficace de mettre des harpons pour les immobiliser et les tuer tranquillement? Genre contre le titan féminin, ça a marché. Et ne me faites pas croire qu'en un siècle, personne n'y a pensé, ou alors est-ce que c'est de l'église ou la famille royale qui refusait qu'on les remplace? Surtout qu'on les a vus plus tard créer une machine avec un gros rondin de bois qui peut assommer les titans, voire carrément écraser leur nuque. Mais bon, vous étiez pas non plus obligé d'attendre une invasion pour ça. Tout ça est symptomatique d'un constat dans l'attaque des titans. J'ai vraiment l'impression que beaucoup de personnages sont complètement stupides. Par exemple, Erwin, le chef du bataillon d'exploration. Il est censé être super intelligent, prêt à tout pour atteindre la vérité, mais il y a des gros trous dans sa stratégie, et c'est particulièrement vrai pour la bataille de Shiganshina. Pendant que Reiner et Bertholdt affrontent Eren dans le district, Sig prend le bataillon à revers. Il leur bloque la route avec un mur de titans et envoie les plus petits tuer leurs chevaux tout en les pilonnant avec des rochers de loin. La stratégie d'Erwin, c'est de faire une charge suicidaire pour permettre à Levi de se glisser en douce dans le dos du bestial. Sauf qu'en vrai, est-ce que la meilleure solution n'aurait pas été de juste ignorer Sig complètement, genre abandonner les chevaux et aller prêter main forte aux autres dans la ville pour éliminer le titan cuirassé? Eren et quelques hommes ont réussi à le mettre au KO par 2 fois, alors avec tout le bataillon dont Levi, ça aurait été facile. Une fois Reiner battu, tu le donnes à manger à Erwin et d'un coup on a le cuirassé, l'assaillant et tout le bataillon pour gérer Sig. Ok, ce n'est pas parfait, il y a peu de chances qu'Erwin, par
parvienne à maîtriser le cuirassé instantanément, et en voyant tout le monde se jeter sur Reiner, Sig aurait sans doute adapté sa stratégie et envoyé Bertholdt sur le terrain beaucoup plus tôt. Mais même ça, ce n'est pas si grave, en rusant un peu, Armin et Eren ont battu le colossal à eux seuls, alors avec Levi ça devient carrément jouable. Et même si la moitié du bataillon meurt à cause de l'explosion, ça fait quand même moins de morts que le plan d'Erwin qui a littéralement tué tout le monde. Dans les faits, il y avait d'autres solutions que de foncer tête baissée dans le piège de Sig, et un homme aussi intelligent qu'Erwin aurait normalement dû y penser. Le plan de Mar est complètement con. En 2016, dans son chapitre 86, l'attaque des titans nous a à tous retourné le cerveau. Depuis le début, les murs étaient sur une île, l'île de Paradis, et de l'autre côté de la mer, la grande nation de Mar gardait le reste des Eldiens dans des ghettos. Ceux qui se rebellaient étaient envoyés sur l'île et changés en titans. C'est de là que viennent Reiner, Annie et Bertholdt, des Eldiens qui ont juré allégeance à Mar. On leur a donné les pouvoirs des titans primordiaux et on les a envoyés en mission sur Paradis pour récupérer l'originel caché au fond des murs. Et quand on y réfléchit un peu, on comprend vite que ce plan est complètement inconscient. Vous êtes sérieusement en train de me dire que Mar, une des nations les plus puissantes du monde, a envoyé 4 enfants avec ses pouvoirs les plus précieux sans aucune supervision dans un territoire hostile dont on ne connaît presque rien depuis un siècle? À part qu'il est rempli de titans qui bouffent des gens? Même un instructeur de Mar trouve ça bizarre, mais on lui répond juste t'inquiète, ça va, ils sont entraînés. Bah visiblement pas assez, parce qu'à peine débarqué, y en a déjà un qui se fait becter. Et en plus comme par hasard juste après... Ils réagissent comme des soldats au meilleur de leur forme. Mais même si on oublie ça, la stratégie en elle-même ne tient pas debout. Si encore ils avaient escaladé discrètement les murs pour aller jusqu'au palais royal, pourquoi pas, mais bon, ça n'aurait pas marché parce que la vraie famille royale est cachée précisément pour cette raison. Mais au moins, ça aurait été un peu cohérent. Mais non, pour s'infiltrer, ils cassent la porte d'entrée pour attirer l'attention du titan originel. Sauf que l'originel, son pouvoir, c'est précisément de contrôler tous les Eldiens par la pensée. Si Grisha Yeager n'avait pas mangé Frida pile le même jour, elle aurait pu modifier la mémoire d'Annie, Bertholdt et Reiner, et hop, Mar aurait perdu 3 de ses titans primordiaux. Mais bon, heureusement, on a le pacte de non-agression qui empêche la famille royale d'agir directement, mais dans le pire des cas, elle sera juste restée cachée, bien à l'abri de ses agresseurs. Jamais elle se serait montrée comme ça. Mais bon, ok, ils ont eu du bol, leur attaque a fonctionné, ils se fondent dans la population et deviennent des soldats. Problème suivant, ils auraient dû se faire cramer tout de suite. À Utgard, quand Ymir lit l'inscription sur la boîte de conserve, on comprend que Mar et Paradis ont des alphabets différents. Peut-être que les gamins envahisseurs ont appris la langue de Paradis avant de partir, sauf qu'une langue, ça évolue. Après un siècle coupé du monde, les Eldiens auraient à tous les coups dû développer un accent et des expressions bien à eux. Du coup, quand Annie, Reiner et Bertholdt arrivent, ils auraient dû les entendre comme nous on entend les Québécois. Après avoir découvert qu'Annie était un titan, la première chose que le bataillon aurait dû se dire c'est « Tiens, c'est marrant, Reiner et Bertholdt parlent exactement comme elle, et s'ils étaient ses complices ?» Bon, en vrai, ça va. En manga, c'est presque impossible de montrer les accents des personnages sans changer la forme du texte, donc je comprends qu'il ne l'ait pas mis, ça aurait été beaucoup trop évident. Malgré tout, ces petites incohérences sont la preuve qu'Hajime Isayama a transformé son histoire en cours de route. Il devait avoir la base en tête depuis le début, mais en plus de 7 ans, les détails ont pas mal changé. Chapitre 1 2009, chapitre 86 2016. Par exemple, au début, Marcel, le premier porteur du mâchoire, s'appelait Berwick. C'est d'ailleurs comme ça que l'appelle Bertholdt dans le chapitre 47. Mais quelques années plus tard, Isayama change son nom pour mieux coller au personnage. Même si on sent clairement qu'il a fait de son mieux, le travail est tellement titanesque qu'il est normal que tout ne soit pas parfait. La fin de SNK n'a aucun sens. Le Grand Terrassement est une des scènes les plus cultes de l'histoire, tout manga confondu. Malheureusement, elle est bourrée d'incohérences. On nous a toujours vendu ça comme l'apocalypse, des millions de titans qui déferlent sur le monde, mais quand Eren fait tomber les murs, si on les compte, il y en a pas tant que ça. Et on a fait le calcul. Avec au total les murs Maria, Rose et Sina, on est à 6975 km de murs. Chaque titan du mur faisant environ 12 mètres et demi de large, on a donc au total 558 000 titans. Et si on rajoute ceux qui dormaient dans les murs des 12 districts, on monte à 573 1084 titans. C'est une grosse spéculation par rapport à ce qu'on voit dans le manga, d'autres sources vont plus haut, genre 645 000 minimum. Dans tous les cas, ça reste un gros chiffre, mais c'est très loin des millions qu'on nous a vendus, et absolument pas suffisant pour éradiquer 80% de la planète en 4 jours. Ils ne peuvent pas juste partir en cercle, sinon très rapidement il y a des trous qui vont commencer à se former. Ils doivent avancer en ligne, continent par continent. Ce qui signifie que pour écraser 80% du monde, il faudrait parcourir 119 520 000 km². Quand t'avances à 50 km/h, c'est un peu compliqué. Peut-être qu'Eren a créé d'autres titans en cours de route, mais on ne le voit jamais faire ça, donc on va pas non plus le supposer. C'est loin d'être le seul problème. La fin de l'attaque des titans a fait couler beaucoup d'encre. Armin qui remercie Eren pour son génocide. Bon là les fans n'étaient pas très contents. Mais le pire c'est Mikasa. S'il n'y a presque plus aucun Ackerman, c'est parce qu'on les a persécutés. Pourquoi? Parce que les pouvoirs de l'originel ne fonctionnent pas sur eux. Ok, d'accord, très bien. Dans ce cas, expliquez-moi pourquoi Mikasa peut entendre la voix d'Eren dans le chemin. Pourtant, il s'adresse clairement au sujet d'Ymir. Mikasa, Ackerman et métis asiatique, elle n'a rien à faire là. Ça voudrait dire que l'originel
ne peut pas modifier la mémoire des Ackerman, mais qu'elle peut quand même les appeler dans le chemin? C'est quoi ça? Ils sont affectés juste par certains pouvoirs? Bah en fait, oui, c'est exactement ça, c'est même expliqué dans le manga. Donc certes, on a la justification en direct, mais vous ne me ferez pas croire que ce n'est pas ajouté un peu en soum soum, car sans ces parties dans l'axe, impossible de conclure la relation d'Eren avec tous ses amis. On sent qu'Hajime Isayama s'est un peu emmêlé les pinceaux avec toutes les règles qu'il a lui-même posées. Il a dit lui-même que la fin de l'attaque des Titans a été douloureuse à écrire, principalement parce qu'il n'a pas eu assez de temps pour mettre en place la relation entre Eren et Mikasa. Il a eu beaucoup de mal à écrire la fin, et s'est même excusé publiquement pour ça. Donc ce qui ressemble à une incohérence est en fait une manière de recoller les morceaux à la dernière minute pour nous donner une conclusion satisfaisante à défaut d'être parfaitement logique à 200%. L'anime de l'attaque des Titans est meilleur que le manga. J'ai surtout parlé des plus gros problèmes du manga, mais quand on regarde de plus près, il y a plein de petites erreurs un peu plus banales. Des faux raccords par-ci par-là, genre là, dans le chapitre 50, le titan qui manque de bouffer Arwen est clairement asiatique, ce qui n'est pas possible, seuls les Eldiens peuvent se transformer en titans, c'est tout le concept du manga. Même chose vers la fin du manga, Eren se fait bouffer les jambes par le mâchoire, et 3 chapitres plus tard, ses jambes ont repoussé, par contre le pantalon aussi. Le plus courant, c'est les faux raccords entre les emblèmes. Chapitre 107 sur une page, on a un soldat avec l'emblème de la garde, et sur l'autre, il a celui du bataillon d'exploration. Et c'est là qu'arrive l'anime, Isayama s'en sert pour corriger ce genre de choses. Par exemple, chapitre 70, après avoir renversé le gouvernement, les généraux font une réunion pour discuter de l'avenir du pays, et avec la table, avec eux, on voit un prêtre. Vous savez, ceux qui savaient tout, qui ont conspiré avec le roi et caché la vérité sur les murs, des gros traîtres en somme, comment ça se fait qu'ils soient encore là? Dans l'anime, la réunion se fait en plus petit comité, et surtout à l'abri des regards, c'est plus cohérent avec l'ambiance du manga, et ça permet de se concentrer davantage sur les personnages. Après, l'anime aussi a fait quelques petites erreurs. Quand Rainer révèle qu'il est le titan cuirassé, Mikasa lui tranche la main avant de foncer sur Bertholdt, et... Rainer? C'est encore ta main que je vois là? Après, il est possible que ce soit juste de la censure, les producteurs auraient pu avoir peur que le moignon choque le public. Dans ce cas, expliquez-moi pourquoi dans cette scène-là, juste après, on voit clairement qu'il a la main coupée. Bon après, je m'énerve, mais ça a été corrigé dans le Blu-ray. Mais Internet n'oublie jamais. J'ai beaucoup fait l'aigri et craché sur l'attaque des Titans dans cette vidéo, mais toutes ces erreurs ne sont rien face à toutes ces qualités. L'attaque des Titans est un chef-d'œuvre et rien ne peut changer ça. Il y a même des incohérences qui n'en sont pas vraiment, genre oui, ça n'a aucun sens pour Mar d'enfermer des Eldiens dans des ghettos en plein milieu des villes. Il suffit qu'il y en ait un seul qui se transforme en titan pour causer des dégâts irréparables. Dans l'attaque des titans Before the Fall, le premier titan à franchir le mur avait fait plus de 5000 victimes à lui tout seul. C'est comme si Mar était volontairement assis sur une pile d'explosifs. Il aurait mieux valu les emmener loin des villes, dans des camps, et... non, en fait non. Même si ce n'est pas logique, c'est là pour faire un parallèle avec les ghettos juifs de la Seconde Guerre mondiale. C'est ça la fameuse puissance idéologique du manga. Surtout que franchement, la plupart de ces incohérences ne sont pas dérangeantes, on s'en rend compte quand on y réfléchit, mais sur le coup, on fait même pas attention. La plupart du temps, notre cerveau raccorde les bouts comme un grand, c'est ce qu'on appelle la suspension consentie d'incrédulité. Mais pour les plus grosses erreurs, on sait que l'anime est là, on sait qu'Isayama écoute les critiques et qu'il va peut-être modifier la dernière saison pour corriger quelques détails. Mais je ne suis pas non plus de l'avis de ceux qui disent qu'il faut complètement réécrire la fin. L'attaque des Titans, c'est une œuvre humaine, une vision dans laquelle Isayama a mis tout son cœur et toute son âme pour nous dire quelque chose. Et toutes ces imperfections que les gens critiquent, en fait, elles font partie du tableau, elles contribuent à le rendre magnifique. Perfection et imperfection, si les deux peuvent être beauté, seule l'imperfection peut faire le charme.